Geoffroy et Loïc, deux frères aventuriers, ont décidé de suivre le cours du troisième plus grand fleuve du monde, le Yangtze. En 5 mois, de sa source sur les hauts plateaux tibétains à son embouchure à Shanghai, ils ont parcouru plus de 7000 km à moto et en tricycle à la découverte du lien qui unit l'homme à l'eau. C'est dans cette gare désertique, située sur la voie de chemin de fer la plus haute du monde, qui relie Pékin à Lhasa, que débute notre aventure en Chine. Il nous aura fallu plus de 2 ans de préparation pour arriver là, au cœur des hauts plateaux tibétains. Notre objectif est simple, aller à la rencontre d'un fleuve mythique qui, tel une artère, irrigue le pays le plus peuplé au monde. Bon, elle est où cette source là? Tu vois ce que je vois là? La source du Yangtze. Je sais pas, mais j'ai beau regarder autour, je vois pas d'eau, je vois pas de source. Ah, moi non plus. Par contre, je vois qu'il y a des touristes. Je me demande si on n'est pas sur un attrape-touriste, tout simplement. C'est fort probable. Je suis un peu déçu quand même. Je vais pas me résigner à ça. Moi, je veux un beau glacier, je veux des beaux paysages. C'est hors de question, je m'arrête pas à ça. Moi, j'en ai marre d'avoir mal à la tête à cause de l'altitude. Nous voilà juste au-dessus du Tuotuohe, qui va ensuite se transformer en Yangtze-kiang. Tuotuohe, ça veut dire l'eau qui murmure. D'ailleurs, vous pouvez peut-être écouter, on entend l'eau murmurer. Ah ouais, ça c'est ouf. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous avons fini par trouver une voiture pour nous monter à la source à une centaine de kilomètres de Yangsheping, notre camp de base. T'as dormi 1 heure cette nuit, c'est ça? J'ai dormi 1h30 cette nuit. J'étais vert, j'avais envie de pleurer. Je me demande si c'est à cause du mal des montagnes ou c'est ça. Ah non, c'est pas à cause du mal des montagnes. Peut-être qu'on abuse un peu du thé et que leur thé est plein de caféine ou de théine. Enfin bref, voilà la voiture qui va nous emmener au Galadendong. Avec un chauffeur pur jus tibétain. Après 6 heures de voiture sur des routes chaotiques, nous apercevons à l'horizon le massif des Tangoulashan, dont le mont le plus élevé, le Galadendong, culmine à 6621 mètres. Petit intermède dans notre trajet vers la source du Yangtze-kiang, donc vers les monts du Tangoulashan. On a beaucoup de chance, on a juste derrière notre 4x4. Et pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chance d'ailleurs? Parce que les paysages sont fantastiques, pardi. Et puis 5800, parce qu'il nous manque de l'oxygène. Hein, on a peut-être 5600 mètres d'altitude. C'est ce qui nous fait souffler, effectivement. Le 4x4 nous dépose à 3 heures de marche du glacier. La route ne va pas plus loin. D'après le chauffeur, les Tibétains situent la source quelque part devant nous, au-dessus des cimes glaciales du massif des Tangoulashan. Nous continuons à pied, sans nous poser de questions, car nous avons rendez-vous avec le dragon. Le Yangtze naît là, devant nos yeux, de plusieurs glaciers situés au cœur de ce massif. Voilà, c'est le début de notre aventure, c'est-à-dire montrer la source du troisième plus grand fleuve du monde, du plus grand fleuve asiatique, qui irrigue 400 millions de personnes en Chine, donc c'est-à-dire un tiers, un quart de la population chinoise, puisque les estimations sont un peu foireuses parfois. On est tout à fait en mesure de pouvoir faire un rapprochement entre la naissance d'un fleuve et la naissance d'un être humain. Là, l'eau qui est stockée dans un glacier, c'est comme si elle était stockée dans le ventre de la mer, sauf que ça fait depuis à peu près 2000 ans, peut-être même plus. Le glacier la conserve pour la donner à la Chine, comme ça, c'est extraordinaire, goutte à goutte. Un voyage de 5 mois en Chine, le long du Yangtze, ça fait rêver. Ce qui nous motive dans cette expédition, c'est de vivre une aventure et de découvrir au fur et à mesure de notre descente du fleuve à quel point l'accès à l'eau est primordial dans notre vie quotidienne. Chez moi, je tourne le robinet
et je de l'eau sans peine dans mon verre. Qu'en est-il ailleurs? Sur les hauts plateaux où nous sommes, l'accès à l'eau n'est pas encore maîtrisé. La population doit donc consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour se ravitailler en eau. Et ce temps perdu n'est pas disponible pour se consacrer à de nouvelles activités. Ce mode de vie se répète de génération en génération, sans changement possible. Ouh là là là, la route n'est pas terrible du tout. Nos motos, ces petits bolides de 150 cm3 achetés 450 € pièce, nous permettent d'être autonomes et d'avoir accès aux zones les plus reculées. C'est aussi un sésame auprès de la population locale, qui souvent n'a jamais vu d'étrangers, et encore moins débarqué sur une moto. Voilà un peu plus de 4 jours que nous avons quitté la source. Notre progression est difficile. Nous parcourons rarement plus de 50 km par jour. Sur les hauts plateaux au début de l'été, la température est de 16 degrés la journée et peut descendre rapidement en dessous de 0 la nuit. Hier soir, on a été accueillis par des Tibétains. On leur a demandé assez simplement le gîte, ce qui était assez compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas du tout. Et donc c'était par signe, on leur a fait un petit signe de la tente, un petit signe de dormir, et est-ce qu'on peut mettre notre tente quelque part, et ils ont compris. Et alors ils nous ont permis de mettre notre tente dans un corral, ce qui est assez confortable parce qu'en fait la vallée c'est un véritable pierrier ici. Et le corral est constitué de crottes de yak séchées et déjà décomposées. Et donc ça fait un espèce de tapis qui est assez confortable, hein, même un bon matelas. Enfin on a des espèces de petits matelas en polyprène, mais c'est pas très très épais. C'est pas très grand mais très confortable. Il y a de la visite. Hein. Il nous reste une mission sur ces hauts plateaux, c'est interroger un jeune sur son vécu de l'eau, afin de pouvoir faire une comparaison comme on souhaitait le faire, entre un jeune sur les plateaux tibétains, donc à la source du Yangtze, un autre au niveau des villes en transition, et encore un autre à Shanghai, et essayer de pouvoir faire une comparaison entre ces trois jeunes, et montrer que l'accès à l'eau a une part très importante dans leur processus de développement, d'éducation, d'épanouissement personnel. On fait la corvée d'eau. Ouais. Khmarhe est la première bourgade que nous traversons depuis que nous avons quitté la source. Nous décidons de nous y arrêter quelques jours, pour souffler un peu, et rencontrer ces Tibétains qui balancent encore entre la vie nomade des hauts plateaux et la vie sédentaire. Le village doit son existence au fleuve et à la présence d'une source d'eau potable qui ne gèle pas en hiver. Précision d'importance lorsque l'on sait que la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Depuis 10 ans, Khmarhe connaît un développement rapide grâce à l'exploitation des ressources du fleuve, l'eau et le sable. Ces deux ingrédients, additionnés avec du ciment apporté par des ouvriers venus de la grande ville la plus proche, permettent de construire des briques et donc d'abandonner les tentes traditionnellement utilisées par les nomades. Donc là c'est le village où sont montées les briques, on voit que c'est en pleine ébullition. Ce village a commencé son expansion en 98, il y avait à l'époque 3 maisons, c'est ce que nous a dit une des premières personnes qui habitait ici. Je crois qu'aujourd'hui on peut en compter à peu près une cinquantaine, et il y a 80 familles qui y habitent, à l'époque il y en avait 2. Les villages des hauts plateaux ont la particularité d'être animés par des magasins où on trouve de tout. C'est là que nous nous ravitaillons en essence, en huile lyophilisée et bien sûr en eau potable.
À Kmarché, nous avons nos habitudes dans celui de la jolie Chinchaoli. Bonjour, je m'appelle Chinchaoli. Avant de vous présenter ma famille, laissez-moi vous montrer le magasin. Venez voir. Et quand je vous dis qu'ils vendent de tout, c'est vraiment de tout. Des étoffes, des vêtements à la mode locale, des bijoux, des piles pour parer aux fréquentes coupures de courant, des cassettes audio, de la porcelaine, de la nourriture et toutes sortes de boissons. Nous sommes touchés, car Chinchaoli a aussi la gentillesse de nous ouvrir la porte de sa maison. Voici ma mère. Je suis rentrée hier pour les vacances. Je ne la vois pas souvent car je ne rentre qu'un mois par an à la maison. C'est pour ça que j'ai très peu de temps à passer avec elle. Quand je suis à l'école, je pense beaucoup à ma maman. Chinchaoli a 16 ans et fait ses études à Xining, capitale de la province du Qinghai. Je sers du lait de yak aux plus âgés que moi. C'est la tradition ici au Tibet. C'est très nourrissant. Il est très précieux et coûte très cher. Il faut l'apprécier et surtout ne pas le gaspiller. Un peu comme pour l'eau en fait. Pendant les vacances d'été, elle parcourt les 1100 km qui la séparent de sa famille et retrouve ici un rythme de vie qu'elle n'a pas en ville. Par amusement et parce qu'elle rêve secrètement de devenir présentatrice de télévision, Chinchaoli accepte de nous faire partager une de ses journées. Vous venez les gars, on va chercher de l'eau. Ou plutôt, porter de l'eau. La corvée d'eau est une activité obligatoire. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle à moins 40, il faut boire et donc aller jusqu'à la source. Suivant le niveau de vie de la famille, le trajet peut se faire à pied, en vélo, en voiture ou encore à moto. La famille de Chinchaoli a une petite charrette qui leur permet de rapporter plusieurs bidons et donc de ne faire qu'un seul ravitaillement par jour. À Kmarché, la source se trouve à 800 mètres en contrebas des maisons. J'ai l'impression qu'au retour je vais pouvoir aider parce que ça, je crois que c'est très lourd. Dans certains villages des hauts plateaux, les sources gèlent plusieurs mois par an, ou se tarissent même définitivement. Il faut alors aller plus loin, parfois jusqu'à 4 heures de marche, juste pour trouver de l'eau. En Chine, la corvée d'eau est effectuée par tout le monde, jeunes comme vieux, hommes ou femmes, et à n'importe quelle heure de la journée. La gestion de l'eau est primordiale pour nous. Dans ma famille, il y a plusieurs personnes âgées, ma mère et ma grand-mère. Elles se déplacent avec difficulté. Quand je ne suis pas là, c'est ma cousine qui toute seule doit aller chercher l'eau. Elle est souvent très fatiguée. Quand elle n'est pas là, elles doivent payer quelqu'un pour aller chercher l'eau. Ça coûte 3 yuan à chaque fois. Si on paye toujours les autres, ma famille n'aura bientôt plus d'argent. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la famille, donc il faut économiser l'eau. Elle est froide, hein? Vous aiderez plus jamais. Chaque seau d'eau pèse entre 10 et 15 kilos. Avec le manque d'oxygène dû à l'altitude, ça nous semble encore plus lourd. C'est idiot, mais avec l'eau au robinet, on avait presque oublié ce détail. Détail pour nous qui sommes jeunes et en pleine forme, mais qui se révèle être un véritable handicap pour les personnes âgées. C'est ici qu'on entrepose l'eau après avoir été la chercher.
C'est une belle source d'eau pure que nous avons au village. Nous prenons tous soin de ne pas la polluer car c'est l'eau que nous buvons. Si nous la polluons, ça aura des conséquences directes sur notre santé. C'est de l'eau de source, comme celle que nous achetons en magasin. Chinchaoli profite d'une petite pause pour nous montrer ses idoles du rock, les derniers chanteurs à la mode. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore. En ville, on a accès à l'eau courante et on peut facilement laver son linge. Ici, c'est pas le cas. On doit tous aller au bord des rivières pour faire sa lessive. Bon, on y va. Vous m'accompagnez ? La dernière fois que je suis venue, il n'y avait pas toutes ces constructions au bord du fleuve. Là-bas non plus, il n'y avait rien. Maintenant, les voilà déjà construites. Je suis rentrée hier après-midi pour les vacances, je n'avais pas encore vu tous ces changements. Je dois me réhabituer à chaque fois que je reviens car ça évolue vite. Les habitants de Kmarre, qui découvrent un nouveau mode de vie, doivent faire face à la gestion des déchets. Avant, ce qu'ils laissaient derrière eux était organique et donc naturellement digéré par la nature. Aujourd'hui, tout est jeté tel quel. Petit à petit, une organisation devra s'établir pour prendre en charge la collecte des déchets et l'approvisionnement en eau potable. À Kmarre, avec Chinchaoli, nous avons pu voir et réaliser à quel point la corvée d'eau et de linge sont consommatrices de temps et d'énergie. Nous commençons aussi à sentir à petite échelle les effets sur l'environnement d'une concentration de personnes en un même endroit. Quand en ville, dans ta chambre d'étudiant, tu as l'eau courante, qu'est-ce que tu fais du temps que tu économises grâce à l'eau courante à Xining ? Ce temps et cette énergie, je l'utilise pour aider les autres et me concentrer sur mes études. J'ai aussi plus de temps pour faire du sport et améliorer mon physique. Quand j'en ai assez d'étudier, je lis des livres hors du programme scolaire. Je les trouve plus intéressants. Par exemple, j'ai lu des contes des frères Grimm, Robinson Crusoe et l'éducation sentimentale. Enfin, ce sont surtout des œuvres célèbres. Je trouve ça plus constructif. Nous reprenons nos motos pour descendre le fleuve, avec en ligne de mire Ushu, qui est à 5 jours de route de Kmarre. Depuis la source, nous avons déjà parcouru 750 km. Nos douleurs dans le bas du dos en disent long sur l'état de la route et la qualité de notre assise sur ces motos. Là-bas, on a vraiment le sentiment que ça tombe. Là, on est sur les hauts plateaux, puis là-bas, tout là-bas, ça tombe vers le Yunnan, le Sichuan, et ça va dévaler les 4800 mètres de dénivelé jusqu'à la mer. Nous reprenons nos motos pour descendre le fleuve et continuer vers les vallées encaissées du Yunnan. Nous sommes arrivés de nuit dans cette maison située dans la région autonome du Tibet. Officiellement, nous devrions avoir un permis de séjour spécifique. Mais heureusement, personne n'est là pour vérifier. La famille qui nous reçoit est aussi intriguée par notre caméra que nous le sommes par leur mode de vie.
Le poêle au centre de cette pièce n'est pas alimenté par du bois, mais par de la bouse de yak. Chaque matin, il la ramasse dans la cour de la ferme, où les yaks passent la nuit, puis il la colle sur un mur pour la faire sécher au soleil. Alors, je suis attablé avec la famille tibétaine qui nous a accueillis hier soir. Et là, ce matin, ils nous ont offert un petit déjeuner. Donc, ils nous ont offert du cha, c'est du thé tibétain qui est soit du thé avec du lait de yak, soit du thé tout simplement salé. Et avec ça, ils nous ont donné quelque chose d'assez consistant qui est de la farine d'orge grillée, qui est moulue, qui est donc une farine extra fine que l'on va mélanger avec du beurre et avec du thé. Et ce mélange, on va le faire dans notre bol et on va en faire une boule, comme on voit ici. Et eux, ils y rajoutent du fromage de yak qui est séché. Comme ça, ça permet de donner, nous on mettrait des raisins, eux ils mettent du fromage de yak. Et c'est très très bon. Donc c'est comme du pain, sans levure, et qui n'est pas cuit au four. Sur les hauts plateaux que nous venons de quitter, il fait trop froid et surtout trop sec pour cultiver des céréales. Seul l'élevage y est possible. Dans les vallées où nous sommes, nous commençons à voir des champs d'orge. Les Tibétains l'utilisent pour faire la tsampa, farine qui sert de base à leur alimentation. Alors ça c'est de l'orge. Voilà. Donc ils viennent, on l'a vu, là les champs viennent d'être coupés. Et les enfants ils mangent ça comme ça. Là la roue elle est irrégulière, de manière à permettre à ce petit bâton de faire tomber les grains petit à petit. S'il tombait tout d'un coup, ça déborderait sur la pierre et ça ne moudrait rien. Là c'est vraiment moulu tout fin. C'est vraiment de la farine, extra fine. La question qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait tourner cette roue? Et je pense que c'est tout à fait dans notre thème. On va aller voir en bas la mécanique. On s'est mis partout. Donc c'est là où se trouve le secret de ce moulin, qui est un moulin hydraulique, un moulin à eau. Donc l'eau est canalisée en amont. Ce canal amène l'eau ici dans ce goulet d'étranglement. Et à partir de ce dévers, l'eau prend toute sa vitesse. Toute sa vitesse pour aller se projeter sur ces hélices en bois qui sont en bas, situées sous la meule. Sur ces hélices sont fixés un arbre qui entraîne la meule en pierre et qui va moudre l'orge. Les fortes pentes de ces vallées donnent à la rivière une force qui trouve son utilité ici, où l'orge cultivée doit être moulue. C'est un nouveau service que l'eau rend à l'homme. Il s'ajoute à ceux que nous avons vus depuis la source. L'eau est bue, elle sert à laver, à évacuer nos déchets et devient force motrice pour le meunier. Nous venons de retrouver le Yangtze, que nous avions quitté avant Yushu il y a 2 semaines. Nous sommes déjà à plus de 1000 km de la source et nous roulons vers le Guizhou, où nous avons rendez-vous avec une ONG. Ça fait quelque chose de retrouver le dragon, de voir ses écailles, parce que pour les Chinois c'est un dragon, parce qu'il est puissant. Je crois qu'il a un autre nom aussi pour les Tibétains, le fleuve. Ah, le Drichu, Qui veut dire la mamelle. la femelle yak qui pleure. C'est très poétique. Et là, il y a toutes les larmes du ciel qui vont nous tomber dessus, parce qu'il y a un gros orage qui arrive. Et le vent monte, on le sent, et vous l'entendez. Bon allez, on y va? On y go. Nous sommes à quelques kilomètres d'un village dans lequel nous comptons passer la nuit. Nous n'avons plus qu'un col à franchir. Vu le panorama, ce devrait être un réel plaisir. Malheureusement, les problèmes mécaniques arrivent toujours au mauvais moment. Fallait bien que ça nous arrive. Et c'est drôle, je me suis dit, on va crever en haut de ce col. Ah, j'ai mal aux lèvres. Tu t'es pas dit ça, toi? Non, moi je me suis dit que ta moto allait planter parce qu'elle se présente vraiment des signes de faiblesse. Eh ben pas moi, moi je savais qu'on allait crever. Et en fait c'est cool, ça nous permet d'admirer ce paysage qui est somptueux. Somptueux. Le marteau. J'ai jamais cru que je m'en servirais, pourtant, pour enlever les cieux,
J'ai dû taper. Enfin, en attendant, on a quand même commencé à 18h30. Et là, il est 20h30. Donc ça a pris 2 heures pour changer ce pneu. Je crois qu'on est nul. On a fait 500 mètres depuis qu'on a réparé les pneus. On est arrivé au col et j'ai de nouveau crevé. J'ai mal regardé tout autour pour voir s'il n'y avait pas quelque chose et le clou a dû rester dedans. Là, on est à 5900 mètres. Et il y a un refuge plus loin et voilà, on va aller dormir là et on va essayer sans bagages parce que j'avais tous les bagages, on va voir ce que ça donne si j'arrive à rouler. Parce que là, je change plus le pneu dans le noir et tout ça. Il faut que je le retire. Voilà. Tu vas en faire quoi, Loïc? Le monter en pendentif? Bah ouais. Cette petite bête, ce petit caillou nous a embêtés. On va graver ça là-dessus, à 5800 mètres d'altitude. On fera une petite dent de requin comme ça. C'est pas mal, non? Les passages de col se font au prix d'interminables lacets dans la montagne, sur des routes vertigineuses. Mais chaque col est une nouvelle surprise, car nous quittons un paysage fabuleux pour en découvrir un autre encore plus féerique. Le Yangtze ne part pas directement vers l'ouest. Il se dirige d'abord vers le sud, parallèlement au Mékong. Notre progression est extrêmement ralentie par ces successions de vallées caillouteuses où les ponts sont rares. Nous tombons de temps à autre, mais à faible vitesse, et nos chutes sont amorties par l'épaisse doublure de nos manteaux que nous avons achetés pour nous protéger des intempéries. Hallucinant ce pont. Il y a quelque chose de vachement important pour nous, c'est le Mékong. Et pourquoi le Mékong il est important? Puisque tout simplement c'est le frère jumeau du Yangtze-Kiang. Pourquoi le frère jumeau? Tout simplement parce qu'ils sont nés dans le même berceau. Où est-ce que c'est le même berceau? Ben, c'est les plateaux tibétains, le Qinghai. Je peux parler? Ah bah vas-y, parle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 30 km, là on est en train de suivre une route à flanc de montagne avec un dénivelé en dessous de 2000 mètres en dessous de nous qui est absolument fantastique. Et dans le fond, le Mékong, on vient de passer un superbe pont. Et en haut de cette route de 30 km, il y a un col. Et ce col délimite 2 vallées, le bassin versant du Mékong et le bassin versant du Yangtze. C'est absolument fantastique. Il faut savoir que le Qinghai donne naissance aux 7 plus grands fleuves d'Asie. Donc on vient de citer le Mékong, le Yangtze, mais il y a aussi le Brahmapoutre qui lui va en Inde. Ensuite il y a le Salween qui lui va en Birmanie. Il y a l'Irrawaddy qui lui aussi va en Birmanie. Il y a l'Indus. L'Indus, tout à fait. L'Indus qui lui va vers le Pakistan. Ensuite il y a le fleuve jaune. Et voilà, ça fait 7. Donc les 7 plus grands fleuves d'Asie prennent leur source sur les plateaux tibétains. C'est fou de se dire ça. C'est pour ça que les scientifiques appellent les plateaux tibétains, donc Tibet, Qinghai, le 3e pôle. 3e pôle parce que c'est une véritable barrique, c'est une citerne, c'est un château d'eau, c'est ce que tu veux, puisque tout simplement, il y a plein d'eau là-bas. C'est extraordinaire. 12 jours après notre passage éclair en territoire interdit, nous arrivons près des gorges du Saut du Tigre. C'est le canyon de rivière le plus profond du monde, avec plus de 2000 mètres d'à pic. La légende raconte qu'un tigre aurait franchi d'un bond les 25 mètres de cette passe pour échapper aux chasseurs qui le poursuivaient. Pour nous, c'est surtout un point du fleuve qui n'est situé qu'au quart de son voyage et qui nous permet d'évaluer toute la puissance du dragon. À 50 km de là, un autre passage important est ce virage. Sans lui, le fleuve continuerait sa descente vers la péninsule indo-chinoise et la Chine ne serait pas aussi luxuriante. C'est sympa ce petit bruit de ruisseau partout. On est enfin dans les régions où il y a une irrigation et une culture du riz et du maïs principalement en escalier, donc en terrasse. Et du coup il y a des petits canaux partout.
L'irrigation permet plusieurs rotations de riz par an et des rendements importants. La Chine en a besoin, car sur ses 9,5 millions de kilomètres carrés, seul 1/10 est cultivable. Le reste est composé de déserts et de montagnes. La moitié des terres arables du pays est irriguée et l'on y produit entre autres 180 millions de tonnes de riz par an. Oui, bien sûr que l'eau est importante pour nous. Ces problèmes nous concernent de près. Un peu plus haut dans la vallée, les industries extraient du minerai. Ils sollicitent les ressources en eau et il se peut qu'ici, on en manque pour nos cultures. Il y aura de plus en plus d'habitants et de moins en moins d'eau. La répartition de l'eau pourrait être un problème dans le futur. Le problème de la Chine aujourd'hui est économique. 1 litre d'eau utilisée dans l'industrie rapporte 70 fois plus que s'il était utilisé dans l'agriculture. Ce calcul montre qu'il faut un arbitrage public strict pour le partage des eaux. Nous quittons le Hunan pour faire un crochet dans le Guizhou, où nous allons voir le travail de l'ONG française ID, Initiative Développement. Le Guizhou est une des provinces les plus pauvres de Chine. Elle compte, comme le Hunan, de nombreuses ethnies. Le QG d'ID se trouve à Weining, petite ville en pleine expansion, où l'arrivée du train en 2004 a créé une véritable révolution. Emmanuel Péloquin travaille ici depuis 5 ans à l'amélioration des conditions de vie des villages les plus reculés. La première demande des populations concerne toujours l'adduction d'eau potable. Dadji, en fait, on va aller, c'est ici. Et nous, on est... Nous, on est à Weining, donc on est ici. Et c'est loin, ça fait combien de kilomètres à peu près? Bon, il y a 75 km, 70 km. Ça y est, on est parti là, les gars. On est un peu secoué ici, mais les paysages dans lesquels on se déplace sont assez merveilleux. On verra peut-être à la fin de l'après-midi. Ouais, je suis un peu sceptique là pour la pluie quand même. Je pense. Combien de temps de marche jusqu'à... Le village n'est accessible qu'à pied et il nous faut marcher plus de 30 minutes pour y arriver. Ces paysans portent des fougères qu'ils récoltent sur les pentes abruptes et qui servent de litière dans les porcheries. Là, on va dans un petit village miao, sous la pluie, après un bel orage. Et on va voir le projet d'ID, donc qui a été un projet d'adduction d'eau. Ils sont allés chercher l'eau tout là-bas, là derrière, dans la montagne. Ils ont creusé une tranchée de 2 km, qui doit passer pas loin d'ici d'ailleurs, et qui leur permet d'amener de l'eau d'une source là-haut jusqu'au village qui est juste derrière la colline ici. Voilà, et tout ça dans des paysages toujours somptueux et merveilleux. Les Miao forment une des ethnies les plus importantes de Chine, avec plus de 9 millions de personnes. Ils sont très dispersés sur le territoire et se définissent eux-mêmes comme le peuple des montagnes. La pauvreté des villageois nous surprend. Ils vivent dans ces montagnes, totalement coupés du monde et de la modernité. L'aliment de base est la patate cuite à la braise, que les enfants grignotent à toute heure de la journée. En signe de bienvenue, et parce qu'ils nous assimilent à l'ONG, tous les villageois veulent nous donner un œuf dur, que nous nous empressons de glisser discrètement dans la poche des enfants qui manquent cruellement de protéines. Mais le plus marquant est d'assister à l'arrivée de l'eau au milieu du village, ce qui amuse beaucoup les enfants, qui n'ont sans doute jamais imaginé pouvoir jouer avec l'eau. Voilà.
Nous nous lions d'amitié avec Jayo, qui nous présente sa famille et nous invite à manger du riz, aliment de luxe car il ne peut pas être cultivé dans ces montagnes. Autrefois, la vie au village était très dure. On devait descendre très loin dans la vallée pour aller chercher de l'eau à la source. On devait venir ici 3 fois par jour. Résultat, je consacrais plus de 3 heures chaque jour pour aller chercher 8 ou 9 seaux d'eau. L'ONG a donné le matériel nécessaire à la pose de la conduite d'eau. La main-d'œuvre pour creuser les 2 km de tranchées a été fournie par chaque famille. Pour faire venir l'eau au centre du village, Emmanuel avait une contrainte de taille. Il ne devait pas utiliser de pompe car son entretien eût été trop cher. Il a donc été chercher une autre source plus haute que le village, sur une montagne voisine, ce qui permet à l'eau de descendre par gravité. Vous êtes venus d'un pays très lointain. Vous avez réussi à faire venir l'eau dans le village. Je n'aurais jamais imaginé ça possible à travers la montagne. C'est vraiment très bien ce que vous faites pour nous. Le fait que l'eau soit si proche maintenant, ça nous laisse beaucoup de temps libre pour faire autre chose. On passe beaucoup moins de temps pour aller chercher de l'eau. Alors le temps gagné, je vais l'utiliser pour travailler plus, pour préparer la nourriture des cochons, pour moudre le grain, et aussi pour m'occuper de ma femme et de mon bébé. Les 3 heures que les familles vont gagner quotidiennement permettront de développer l'artisanat, l'élevage, l'éducation des enfants et bien d'autres choses. C'est toute une économie qui se met en marche. Bye bye. Bye. C'est sûr que tu leur as dit au revoir là. Je leur ai dit au revoir. Ils nous accompagnent, ils veulent nous accompagner. C'est un villageois qui revient du jour de marché. Tu es plutôt satisfait de la conduite du projet, de la manière dont il était mené et tout? Ouais. Ouais, non, c'est bien passé. Ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'Ajigan, c'est une communauté isolée. Donc, ils travaillent d'une part assez bien ensemble. Et ils sont motivés parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'autres projets ou beaucoup de gens qui s'inquiétaient de leur situation ou qui discutaient avec eux. Ils sont fiers d'avoir bossé là-bas. Ils disaient que la peine, ça faisait rien. Ce qui comptait, c'est que ils allaient être récompensés avec l'eau et puis ils remercient en fait. L'accès à l'eau était la priorité pour le développement de ce village Miao. Sans eau, aucune activité n'était possible. Maintenant, ils vont pouvoir produire plus que pour leur simple survie et s'ouvrir aux échanges avec les villages voisins. Les routes que nous empruntons sont en meilleur état et notre progression est plus rapide et moins fatigante. Nous faisons maintenant 300 km en une seule journée, impatients de rattraper le retard sur un planning pourtant assez souple. L'augmentation du débit du Yangtze s'accompagne d'une modification de l'environnement. Les usines et les villes deviennent de plus en plus fréquentes. Elles marquent notre entrée dans une Chine en transition. À partir de Yibin, le Yangtze devient navigable et nous devons souvent le traverser soit sur un pont, soit en bac.
T'as les clés? Le Valérie qui est en train de partir sans moi. Ouais, c'est comme ça. C'est un peu mal débrouillé là. Le fleuve est devenu gigantesque, est devenu énorme. Il y a deux rivières qui se sont mises ensemble. Il y a le Yangtze qui a absorbé le Funan. Et ça donne cette espèce d'énorme monstre. Et on s'est rendu compte que depuis que le fleuve devient navigable, eh bien la civilisation est en train d'exploser. C'est plus des petites villes de 30 000, 50 000 habitants, parce que pour la Chine, 50 000 habitants, c'est petit. C'est des grosses villes de 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Question moto, nous ne sommes toujours pas en règle. Nous n'avons ni permis de conduire, ni plaque d'immatriculation. Mais heureusement, en ce qui concerne la circulation routière, les autorités sont assez tolérantes hors des grandes villes. Nous apercevons les premières tours de la banlieue de Chongqing. Nos compteurs indiquent 4300 km depuis la source. C'est la première fois que nous entrons dans une mégalopole chinoise. Cette banlieue n'est qu'un vaste chantier, où les tours poussent comme des champignons. Mais quelle est réellement la place de l'eau dans cette urbanisation galopante ? C'est impossible de compter le nombre de tours en construction. Où que tu ailles dans la ville et aux alentours, tu vas tomber sur un chantier comme celui-ci. Ça paraît fou, mais il n'y a que des chantiers comme ça ici. Il y a à peine 5 ans, c'était encore la campagne tout autour de nous. Tous ces buildings n'existaient même pas sur le papier, c'était des collines sauvages. Dans tous ces immeubles, on installe l'eau courante. C'est pas comme sur les hauts plateaux du Qinghai. Ici, on a plus de ressources pour se développer. Notre rencontre avec ces ouvriers nous rappelle que sans ressources en eau, la construction d'une ville est impossible. Sa maîtrise permet d'édifier des immeubles faits de béton, que l'on qualifie souvent de pierre liquide. À chaque étape de notre travail, on a besoin de l'eau. L'eau sert pour faire le mortier, plâtrer les murs et nettoyer les immeubles. Il faut toujours et encore de l'eau, c'est primordial, on pourrait rien faire autrement. L'eau qu'on utilise pour la construction vient du Yangtze. Elle est d'ailleurs plus propre que celle du fleuve jaune qui est au nord de la Chine. Et tout Chongqing utilise l'eau du Yangtze, il nous tient tous en vie. C'est pour cette raison qu'on le considère comme le fleuve mère. Bah oui, que ferait la Chine sans le Yangtze? On va quand même pas aller chercher de l'eau à l'étranger. En France, par exemple. Chongqing a depuis 1997 le statut particulier de ville-province. Elle dépend directement de l'autorité du gouvernement central de Pékin. La ville, construite sur des collines, porte le nom de ville des montagnes, même si l'altitude maximale est de 220 mètres au-dessus de la mer. Derrière nous et derrière le Yangtze, vous voyez la ville de Chongqing, qui est la plus grande agglomération chinoise, 30 millions d'habitants, et qui marque pour nous notre entrée dans la partie industrielle de la Chine. Elle marque surtout la fin de notre première étape, et cette volonté aussi pour nous de voir Chongqing comme étant une ville en transition entre l'Est développé et l'Ouest en développement. Le gouvernement souhaite aussi faire de Chongqing, depuis que le barrage des Trois Gorges a été construit, un espèce de tremplin pour faire passer la croissance, remonter la croissance de l'Est vers l'Ouest en suivant l'axe du fleuve au fait. En fait, ils vont servir du fleuve comme d'une autoroute de croissance. Exactement. La réalisation du barrage des Trois Gorges permet aujourd'hui aux bateaux de 10 000 tonnes d'arriver jusqu'à Chongqing. C'est une évolution considérable pour cette ville-province où transitent les biens manufacturés venant de l'Est et les matières premières venant de l'Ouest. Grâce à cette autoroute fluviale, la ville peut aussi écouler ses minerais et tous les produits qui sortent de ses usines. Chongqing jouit d'un climat de mousson subtropical, chaud et humide. Nous sommes bloqués dans notre hôtel par des précipitations exceptionnelles qui provoquent des inondations et des glissements de terrain dans toute la province. En ville, le phénomène est impressionnant, car la couche de béton qui recouvre le sol
amplifie le ruissellement et provoque une saturation des réseaux d'évacuation. C'est la Chianli, c'est la saison des moussons ici. On est toujours à Chongqing. On a donné nos 2 motos à une ONG et pour changer, on avait envie de s'amuser un peu. On va acheter un tricycle. Ça nous semble intéressant aussi pour être proche de la population comme les 2 motos. Et de Chongqing jusqu'à Shanghai, on va utiliser ce tricycle. Bon, on va aller l'acheter là. Bonjour. Est-ce que vous avez un tricycle? Non, on n'en a pas. Mais ils n'ont pas de tricycle. Non. Non, on n'en a pas. Vous n'avez pas un tricycle? Non, j'en ai pas. Mais tricycle? Ah bah, elles vendent pas de tricycle, elles. Je pense que c'est normal. Ah bah oui, elles vendent de l'eau. Là-bas, je pense. À mon avis, ils doivent avoir là-bas. Ah, il a des tricycles. Ah, bon, on est sauvés. C'est ce qu'on cherche. Le tricycle, sorte de moto à 3 roues, est le moyen de transport le plus populaire dans la campagne chinoise. Cela va du simple plateau à la carrosserie très évoluée pour faire taxi. Nous cherchons le moins cher et le plus léger. Là, il vient de me filer le calumet de la paix. En fait, c'est pour dire qu'on a signé ensemble. Et on va l'acheter à 7 000 yuan, c'est-à-dire 700 €. Et 700 €, il va nous filer des casques, il va nous filer des pièces de rechange, tout ça pour nous aider. Plutôt cool, le mec. Et en gros, pour la commander, ils ont besoin de 4 jours de délai. Mais là, ils ont téléphoné à l'usine et l'usine veut bien travailler cette nuit et la nuit prochaine pour qu'on l'ait vendredi, sachant qu'on est mercredi. Donc ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt coopératifs. On est toujours à Chongqing, c'est la modernité, la musique, les gens dansent dans la rue. Et au déjeuner, on a rencontré des étudiants et on leur a lancé un défi, faire un tournoi de ping-pong et ça va être la Chine contre la France. Alors au cas où, si on perd, on a une excuse toute trouvée. On n'arrive pas à tenir notre raquette comme eux. Les Chinois ont tous des téléphones hallucinants, qui font appareil photo, caméra et radio. Ils adorent filmer un étranger, et surtout poser avec lui. Cette popularité, hélas temporaire, flatte beaucoup notre ego. Sec en chinois. Vous voulez faire quoi comme étude plus tard? En ce qui me concerne, je souhaiterais bosser dans le développement de logiciels. Moi, je préférerais être ingénieur dans le génie civil. Moi, je crois que je suis un cas à part. J'aime beaucoup de choses. J'aime tout ce qui touche au management, à la finance, à l'architecture, à l'informatique. C'est idiot, mais j'aime presque tout. Je sais toujours pas pour quelle raison étrange, je me suis inscrit à l'école d'agriculture du Sichuan. De ce que tu me dis, j'ai bien compris que ton frère et toi, vous vous intéressiez à la problématique de l'eau. Mais ici, on est tout près du fleuve Yangtze et on ne manque pas d'eau. Ce qui nous pousse d'ailleurs à ne pas faire attention à l'économiser car on n'en manque pas. Par contre, je sais que beaucoup de pays manquent d'eau. Est-ce que c'est aussi le cas de la France? En fait, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions en France où il y a des manques d'eau. Et c'est pas vraiment un problème de quantité en France. Peut-être un petit peu dans le sud, dans certaines régions du centre. Mais c'est surtout un problème de qualité d'eau. Et ça, c'est le même problème dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que le Yangtze-Kiang va jouer un rôle important et pourquoi? Le Yangtze, c'est l'artère de la Chine.
Il joue un rôle capital pour notre pays. Sans le Yangtze, il n'y aurait certainement pas assez d'eau potable pour la plupart des Chinois. J'ai le sentiment que le confort des villes modernes nous pousse à ne pas faire attention à l'eau et à la gaspiller. À l'époque de nos parents, ils devaient porter l'eau. D'une certaine manière, ils étaient obligés de la considérer avec respect. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. Son accès est facile et nous la négligeons. Je pense que nous allons devoir, tôt ou tard, approfondir nos connaissances sur l'eau, afin de mieux l'économiser et la protéger. Depuis le début de notre voyage, nous nous rendons compte à quel point les Chinois sont conscients de tout devoir au Yangtze, qu'ils appellent littéralement le fleuve mère. Avons-nous encore cette conscience en Europe? Nous avons aussi été étonnés du lien qu'ils établissent entre confort et gaspillage. Chez nous, nous sommes clairement trop gâtés. Notre génération n'a jamais connu de pénurie et n'imagine pas qu'il est possible de vivre en consommant moins d'eau. Le confort passe avant toute chose, souvent au détriment de notre environnement. En ville, l'eau intervient de plus en plus dans notre vie quotidienne, et c'est pourtant là qu'elle est le plus en danger. La gestion de l'eau dans une ville se fait en 2 temps. Il faut d'abord la porter pure dans chaque habitation, puis il faut la récupérer usée pour la traiter avant de la rejeter dans l'environnement. Si l'eau usée n'est pas assainie et retourne polluée dans le Yangtze, le lac artificiel du barrage des Trois Gorges, situé en aval de Chongqing, va se transformer en dépotoir. Les Chinois n'ont pas le choix. Ils doivent agir vite, car le barrage est déjà sous eau. L'eau nécessite des travaux d'infrastructure colossaux. Ils sont à faire dans les nouvelles constructions, mais aussi dans les anciennes. Ici, par exemple, dans ce vieux quartier, la ville installe des compteurs sur le réseau d'eau potable et un réseau d'égouts qui était obsolète. Pour voir de quels moyens la ville se dote, nous allons rencontrer des ingénieurs de Sinofrench, une entreprise de traitement de l'eau. Nous sommes accueillis par Li Jianzong, qui travaille ici depuis plus de 25 ans. Il est considéré avec beaucoup de respect dans l'entreprise. De nombreux quartiers et industries lui doivent l'eau courante. D'ici, on a une belle vue panoramique sur l'usine de traitement de l'eau. On peut voir une des unités de traitement de la ville de Chongqing qui approvisionne à peu près 1 million de personnes. La municipalité a fait venir une entreprise française pour le traitement de l'eau. Sa technologie avancée lui permet de gagner du temps et de l'efficacité pour l'accueil de plus de 1000 nouveaux habitants chaque jour. Oui, bien évidemment, sans eau, Chongqing serait une ville morte. Vous imaginez les millions d'habitants de la ville aller chercher de l'eau directement dans le Yangtze ou le Jialing? C'est impensable. Au début des années 80, la quantité en eau disponible était insuffisante à cause de la forte demande du secteur industriel en pleine croissance. Je me souviens que je devais arbitrer moi-même la distribution d'eau entre la ville et l'industrie. Je coupais le robinet d'eau à un endroit pour l'ouvrir à un autre. À la fin des années 80, le gouvernement de Chongqing a beaucoup investi dans la construction d'usines de traitement d'eau. Par exemple, notre usine, qui est une des plus grandes de Chine, peut fournir 360 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Depuis quelques années, avec les moyens mis en œuvre et les nouvelles normes, nous avons pu augmenter les quantités d'eau disponibles, améliorer sa qualité et protéger les ressources mises à notre disposition. Pour moi, l'eau potable joue un rôle primordial dans le développement économique d'une ville et l'amélioration du niveau de vie de ses habitants. Li Jianzong nous présente son jeune collègue Li Chanchun, qui dessine les réseaux de canalisation pour l'adduction d'eau et pour les égouts. La pollution de l'eau est un problème commun qui touche la Chine, mais aussi le reste du monde. Autrefois, la situation était bien plus grave. Mais les nombreux chantiers lancés par le gouvernement depuis quelques années permettent un meilleur contrôle de la pollution.
Par exemple, au bord du fleuve Jialing, on a construit plusieurs réservoirs pour collecter les eaux usées et ainsi protéger le fleuve. L'adduction d'eau et la protection des ressources ne peuvent se faire sans une organisation rigoureuse, reposant sur des compétences pointues. Aujourd'hui, les activités humaines, quelles qu'elles soient, rejettent encore trop souvent l'eau usée directement dans le Yangtze, ce qui en aval pénalise toutes les villes qui dépendent du fleuve. De manière assez inattendue, notre vendeur de tricycles s'est révélé être ami avec le directeur de l'usine. Il nous propose donc d'aller directement sur place pour chercher notre nouveau carrosse. Nous pensions visiter une usine totalement automatisée. Mais c'est avec surprise que nous voyons des ouvriers travaillant la chaîne, qui meulent, emboutissent, soudent, vissent pour fabriquer des tricycles par milliers. Les derniers détails sur la moto, ils collent les autocollants sur les porteurs et puis ils mettent la bâche et des bancs à l'arrière. Stop, stop! Il faut dégonfler les pneus. Notre tricycle rouge est beaucoup moins discret que les motos. Nous quittons Chongqing contents de notre acquisition, mais avec une petite appréhension car nous sommes toujours sans plaque d'immatriculation et sans permis. Heureusement, les routes sont dorénavant excellentes. Mais est-ce que cela va durer ? Les récentes inondations ont provoqué de nombreux glissements de terrain sur les routes. Et lorsqu'il n'y a pas de route, les pistes sont défoncées par les camions. Il n'y a personne derrière moi. Contrairement aux motos, nous ne pouvons plus tomber. 3 roues, c'est beaucoup plus stable. Enfin stable. Alors heureusement qu'on est passé à 200 cm3. On aurait eu un peu de mal. Avec le tricycle, les autoroutes nous sont interdites et la peur du gendarme nous fait éviter les grands axes routiers. Après plusieurs jours de galère dans la boue, nous sommes de nouveau sur des routes où notre progression est plus rapide. Nous filons à toute allure vers les 3 gorges où a été construit le plus grand barrage du monde. Nous trouvons une nouvelle organisation dans notre tricycle, l'un conduisant pendant que l'autre est à l'arrière. Ce véhicule est tout aussi fatigant que les motos, car le bruit est assourdissant et l'absence d'amortisseur est un véritable supplice. La première mise sous eau du barrage des 3 gorges, en 2002, a créé un lac artificiel de 660 km de long et provoqué une montée des eaux de 145 mètres en quelques semaines. Là, c'est la montée des eaux du Yangtze et tout le barrage va être englouti, enfin tout le village va être englouti. C'est vrai qu'on dirait que c'est un vestige d'une guerre. Ce village situé dans la vallée d'un affluent du Yangtze sera englouti en 2008 par la deuxième montée des eaux, qui portera le niveau du lac à 175 mètres. Les habitants s'activent à démonter les maisons, brique par brique, pour aller les reconstruire plus haut.
Depuis 1992, date du début de la construction du barrage, les Chinois ont remodelé les vallées inondables. Tout a dû être reconstruit plus haut. Villages, villes, routes, ponts. Mais cela prend du temps et il reste encore beaucoup à faire. En tout, il y aura 30 000 hectares de terres cultivables perdus et près de 2 millions de personnes déplacées. Il n'y a plus d'eau dans le radiateur. En fait, il a percé. Le tricycle nous joue déjà des tours. Nous devons nous arrêter toutes les heures pour remettre de l'eau. Ouais. Je peux prendre de l'eau? Merci. D'où venez-vous? De France. Mais tu parles très bien anglais? Oui, juste un tout petit peu. Juste un petit peu? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Parce qu'on vient de Chongqing et on va à Shanghai. Des Tangoulashan jusqu'à Shanghai. Ah oui, je connais. C'est pour boire? Non, c'est pour la voiture. Je vais mettre l'eau dans la voiture. Elle a que 3 jours, la moto, elle est déjà complètement ruinée. Sur le Yangtze, il y a toujours un pont monumental. Et quand il n'y en a pas, c'est qu'il est en train d'être construit. Alors on traverse en bac. Cela fait plus de 3 mois que nous avons quitté la source sur les hauts plateaux tibétains. Nous avons parcouru 4700 km. Nous ne sommes plus qu'à 6 jours de route d'une des grandes étapes de notre parcours, le barrage des Trois Gorges. Nous avons énormément de succès avec le tricycle. Les gens n'y croient pas. Ils nous disent souvent « Comment? Vous voulez aller jusqu'à Shanghai avec ce petit véhicule ?» Mais c'est impossible, c'est très très loin et les routes sont en très mauvais état. Ils ne conçoivent pas notre choix de ne pas être dans un gros 4x4 avec un chauffeur. Bon bah, ce qui devait arriver arrivant, on s'est fait arrêter par les flics. Et c'est drôle parce que ils savent pas quoi faire de nous. Enfin si, ils savent qu'ils veulent se débarrasser de nous le plus rapidement possible, parce qu'en fait, ils sont plutôt sympas. Ils travaillent là dans la police depuis 20 ans, nous disait le gars. Ils n'ont jamais eu en 20 ans des étrangers qui roulaient sans plaque, sans permis, donc de manière totalement illégale et en transportant quelqu'un en plus. Et comme ils aiment bien le projet, parce qu'on leur a expliqué qu'on descendait le Yangtze, bah, ils ont envie de nous permettre de continuer. Alors il était question de nous arrêter, de prendre et de séquestrer la voiture, mais en fait ils veulent pas le faire. Et il semblerait qu'ils veulent se débarrasser de nous et nous pousser le plus vite possible en dehors de la province. Le tricycle n'est pas homologué pour transporter des personnes à l'arrière. Nous devons donc nous séparer. L'un au volant du tricycle, l'autre dans la camionnette de police. Pour garantir notre sécurité, les policiers décident de nous escorter gyrophare allumé jusqu'à la sortie de leur juridiction. C'est plutôt surprenant, assez sympa, parce que ils ne savaient pas quoi faire de nous, ils ne pouvaient pas saisir notre voiture, puisque voilà, on était étrangers et qu'il n'y a pas de loi pour ça. Et donc on continue l'aventure. Manzaha, comme disent les Chinois. Ça veut dire longue route. Nous ne sommes plus qu'à 130 km du barrage. Et malgré la frayeur que nous avons eue, cette arrestation ne nous a pas fait perdre de temps. Mais nous avons bien cru devoir continuer en bus. La route ne longe plus le Yangtze. Nous ne pouvons hélas pas voir les 2 premières gorges. En bas, c'est Wushan. Enfin, il y a aussi le Huic, comme vous avez vu. Et Wushan, c'est la dernière grosse ville avant le barrage des Trois Gorges.
Donc elle a été entièrement inondée et elle a été montée de plus de 175 mètres de haut, donc 200 mètres, puisque les eaux vont monter de 175 mètres. Dès 1992, la ville a été déplacée et reconstruite plus haut, plus grande et plus moderne. En 2002, le lac artificiel a effacé toute trace de l'ancienne. Vous voulez voir à quoi ça ressemble à un homme nouveau, c'est-à-dire sans barbe, sans cheveux? Pas mal quand même. On veut bien voir, mais les plus perplexes seront sûrement les coiffeurs. C'est vrai que les Chinois sont rarement des grands poilus. Ici, l'habitude est de faire un long shampoing massage avant la coupe. Et il masse tellement fort qu'on a peur d'y laisser tous les cheveux. Remonte un peu, tu seras plus confortable. Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Yan Li. Et ça fait longtemps que tu es coiffeuse, Wenli? Ça va bientôt faire 1 an que je travaille ici. 1 year. Et pourquoi avoir choisi ce métier? Ça va te paraître idiot, mais je suis heureuse de voir repartir les gens plus beaux qu'ils ne sont venus. C'est pas un hasard si je suis ici. J'aime beaucoup ce métier. Il me permet de gagner pas mal d'argent. Même si l'argent fait pas tout dans la vie, je pense que c'est important pour les filles d'en gagner suffisamment pour être indépendantes. Bon, à ton tour. Ah mais t'es à l'envers là. Prends ça toi. Pour toi après. C'est des engins de torture ça. Ouais. Ça, c'est une autre habitude, le nettoyage des oreilles. Horrible. N'acceptez jamais, c'est paniquant. Alors c'est bien? Pas mal, t'as le poil soyeux, c'est bien. Allez, c'est parti! Il est déjà 22 h et Yuan Li a fini son service. Elle nous propose d'aller visiter l'appartement que le salon de coiffure met à la disposition de ses employés. C'est là. C'est là-haut? Oui, oui. On est au 6e. L'immeuble a l'air de dater de la dernière guerre, alors qu'il a moins de 15 ans. Tout est limité au strict nécessaire. Les murs sont simplement couverts de plâtre et le sol est en ciment. Eh, pousse-toi, fais un peu de place. On habite à 4 personnes ici. Il y en a une qui n'est pas là. Lui n'a rien à faire là. Il habite de l'autre côté. Il est venu plaisanter avec nous. C'est pas vrai, j'habite là. C'est elle qui fait la loi ici. On a tous peur d'elle, c'est elle qui nous guide. Elle est la chef, moi, je suis chef adjointe. Moi, j'ai pas le droit de parler. Et c'est qui la maman ici? Je suis la cuisinière. Elle fait des bonnes choses. Bah bien sûr, tu vois comme j'ai grossi depuis que je suis là. Moi, je suis grosse, lui, il est super grand. Ça m'arrangerait bien si je pouvais être aussi grande que lui. Ah ben moi j'ai mangé beaucoup de soupe quand j'étais petit. Alors c'est normal que je sois toute petite. Moi, j'ai pas mangé beaucoup de soupe. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'impression d'être une naine en face d'un géant. Pour te laver, c'est où? C'est dans le couloir? Ah, tu veux voir ça? On n'y voit pas grand-chose. Je vais t'éclairer avec mon portable. Alors ça, c'est de l'eau chaude. Tu vois, on la chauffe avec ses charbons, elle est brûlante. Ensuite, on la mélange avec l'eau froide du robinet, comme ça on peut se laver avec. Ensuite, on met tout ça dans un seau. Et puis on va se laver dans la salle de bain. En fait, elle habite juste en face de son salon de coiffure. C'est cool. Ça te fait quoi de voir le Yang Tse Kiang tous les matins? Le matin, quand je me lève,
et que je vois le Yangtze par le balcon de la salle de bain, ça me réchauffe le cœur. Tu vois, si la veille j'étais pas heureuse, le fait de le voir le lendemain matin me fait oublier toutes mes peines. Grâce à lui, je me lève avec bonheur tous les matins. Il est beau le matin avec cette brume. Tu veux encore me filmer? Tiens, je les remets. Tu veux te battre avec moi? T'as aucune chance de toute façon. En quittant Yuanli, nous avons une nouvelle définition du terme eau courante. Dans cette ville récente de 600 000 habitants, la majorité des immeubles n'a souvent qu'un robinet par étage. Et l'eau n'y est pas potable. Malgré tout, c'est un luxe pour tous ceux qui viennent de la campagne. De Wushan, nous ne sommes plus qu'à une journée de route de Yichang, où nous devons rencontrer un ingénieur qui travaille sur le barrage. 10 jours et 520 km nous séparent déjà de Chongqing. Nous n'avons pas encore pris le temps de réparer le radiateur du tricycle. Mais maintenant, nous sommes bien mieux organisés. Nous arrivons à le recharger sans nous arrêter. T'es comment toi? T'es comment alors? Tu vois pas la route en fait. En fait, je vois pas la route. Et penche-toi alors, t'es obligé de te pencher quoi. Je suis obligé de me pencher. Comment ça? C'est quand même plus grand que moi. Quelle galère. Alors là, on va arriver sur la dernière des 3 gorges quand on descend le fleuve. C'est absolument magnifique. C'est la seule qui est accessible par la route. Là, on est devant la dernière gorge en descendant le Yangtze. Les 2 précédentes, on n'a pas pu les voir, hélas. Enfin, on les a vues de loin. Et là, on a la chance de passer dans une route qui longe ces dernières gorges et qui va nous amener directement au barrage. C'est beau! Et voilà enfin le monstre, qui barre le Yangtze sur plus de 2 km de large. À Yichang, nous sommes accueillis par Liao Washeng, un ingénieur qui travaille à la construction du barrage. Grâce à lui, nous avons accès à des zones interdites au public. Il va surtout nous expliquer plus en détail les raisons de cette réalisation tellement controversée. Moi j'ai l'impression d'être à la mer là. Oui, c'est vrai. C'est un peu pareil. Il y a beaucoup de vagues. Car l'eau est relâchée avec beaucoup de puissance par le barrage. L'idée de maîtriser les eaux du Yangtze a commencé en 1921 avec Sun Yat-sen. L'objectif était de limiter les dégâts causés par les inondations en aval et au milieu du fleuve. Il faut prendre conscience que le barrage des 3 gorges a permis de réduire très fortement le risque d'inondation dans ces zones.
On est passé d'une fois tous les 10 ans à une fois tous les 100 ans. Il a aussi l'avantage de produire beaucoup d'électricité pendant que l'on décharge le trop-plein d'eau. Au XXe siècle, les inondations du Yangtze ont causé la mort de 300 000 personnes, des millions de déplacés et des milliards de yuan de dégâts. Fin 2008, date d'achèvement des travaux, la production de la centrale hydroélectrique du barrage s'élèvera à 22 gigawatts, ce qui correspond à 10% de la consommation annuelle chinoise et ce qui réduira la combustion de charbon de 50 millions de tonnes. Ce sont les principaux arguments des défenseurs du barrage, et sans doute les meilleurs. Mais n'existe-t-il pas d'autres moyens ? En Chine, on appelle le Yangtze le canal d'or, car le trafic fluvial y est développé. Quand le barrage n'existait pas, à certaines périodes de l'année, le niveau du fleuve était trop bas. Les bateaux étaient obligés de s'arrêter. Depuis la construction du barrage, ce problème est résolu. Même les gros bateaux de 10 000 tonnes peuvent facilement remonter le fleuve jusqu'à Chongqing, ce qui rend la navigation plus fluide. Cela permet de faire passer le développement de la côte Est vers l'intérieur du pays et en particulier à Chongqing. En voiture, nous allons traverser le barrage et nous rendre en amont, devant les écluses. Nous aimerions nous arrêter, mais le site est sévèrement gardé par l'armée. Tout a été mis en œuvre pour favoriser le trafic fluvial, qui doit désenclaver l'ouest de la Chine. Un système d'écluses à 5 niveaux pour les bateaux de 10 000 tonnes et un élévateur pour les moins de 3 000 tonnes permettent de franchir les 120 mètres de dénivelé en moins d'1h30. Pourquoi est-ce que la construction de ce barrage a été un symbole pour la Chine et en même temps une nécessité économique, comme la Grande Muraille était une nécessité pour défendre le pays des invasions mongoles? Il faut se mettre dans la peau des Chinois de l'époque. Construire le barrage était un rêve fédérateur pour nous tous. Quand le premier coup de pioche a été donné, nous avons senti que ce rêve pouvait se réaliser. Étant donné l'immensité de sa construction et son impact dans le monde, c'est vrai qu'on peut le considérer sans problème comme la nouvelle muraille de Chine. C'est au sujet du Grand Barrage que les premières divisions officielles ont eu lieu à l'intérieur même du gouvernement et du parti. Mais il reste le symbole de la puissance et de l'indépendance du pays, qui ne recule devant aucun sacrifice pour consolider sa croissance. Qu'on soit pour ou contre, maintenant qu'il est construit, la seule alternative est de tout faire pour éviter une catastrophe écologique. En étant optimiste, on peut même voir le barrage comme une opportunité pour les Chinois, qui sont maintenant obligés de traiter leurs eaux usées s'ils veulent éviter la mort du lac et du fleuve. Alors qu'est-ce qui se passe? Rien, mon frère me saoule. C'est pas de ma faute si on est bloqué ici parce qu'il y a une inondation. Alors la preuve que c'est inondé, on est quand même assez loin de la berge là avec ces plantes et elles sont complètement dans l'eau. Et puis derrière, on voit des arbres qui sont complètement dans l'eau. Il y a deux options, il faut monter le camion, le tricycle dans un camion ou faire 100 km de plus. C'est moi qui te demande ce que tu as envie de faire. Bah franchement, le mettre dans le camion, ils nous ont dit que c'était 100 yuan, ça fait 10 €. Et faire le détour, ça nous fait 80 km. On n'a même pas essayé de voir si c'était possible de passer par le pont, avec pas sans autorisation. Bah, on a vu qu'il fallait une autorisation. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on en parle, tu prends ta décision et c'est bien. Ouais, ça y est, c'est monté, c'était pas très compliqué. Il nous reste 1200 km à parcourir pour arriver à la fin de notre périple. Nous comptons atteindre l'embouchure dans moins d'1 mois. Le tricycle roule enfin sans problème.
Pour 30 €, nous avons fait installer un radiateur tout neuf. Heureusement, parce que la température extérieure approche les 40 degrés. Nous entrons dans la partie la plus riche de la Chine et nous allons voir que l'eau de plus en plus utile doit être gérée dans la durée. Là, je suis dans l'eau du Yangtze. C'est un peu fou parce que je suis à Wuhan, qui est une ville de 10 millions d'habitants. Et je pense pas qu'ils aient tous une épuration de l'eau avant de rejeter l'eau de leur toilette. Mais il y a une petite odeur de pastèque. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui jettent leur pastèque dans l'eau en tout cas. Je vais avec eux maintenant. Oh. À force de tourner autour des bateaux, nous sympathisons avec une famille de pêcheurs qui nous propose de revenir tôt le lendemain pour passer la journée avec eux. Vous montez? Nous sommes assez excités, car depuis Chongqing, nous avons souvent demandé à des bateliers de nous embarquer, mais ils ont toujours refusé. S'ils ne sont pas accrédités pour le tourisme, il leur est strictement interdit d'avoir des étrangers à bord. Je peux vous dire qu'on est drôlement contents parce que il y a des pêcheurs de fer, c'est leur métier, c'est-à-dire qu'au lieu de pêcher du poisson, ils pêchent du fer. Ils nous ont proposé de venir passer une journée avec eux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais c'est assez extraordinaire. Et ils nous ont proposé ça spontanément, on a parlé avec eux, on leur a dit que nous on s'intéressait aux gens qui vivaient grâce à l'eau, qui vivaient avec l'eau. Je suis drôlement content. C'est une blague. Non mais il a été posé du fer ce matin dans le fleuve. La technique paraît simple, mais le courant est très fort et le fond du fleuve n'est pas vraiment lisse. Une fois l'aimant jeté, il descend vers le fond et dérive avec le courant. Il faut alors une grande habileté au pilote pour maintenir le bateau au même endroit et permettre aux pêcheurs de sentir avec leurs cordes lorsque l'aimant se fixe à une pièce de fer. Pêcher le poisson, c'est bien plus facile, c'est ludique. La pêche à l'aimant, c'est beaucoup plus physique, mais les deux demandent des mains sensibles. Quand l'aimant se colle à un morceau de fer, la corde réagit, et on le sent tout de suite avec nos mains. Ils doivent y aller doucement parce que s'ils tirent trop fort, l'aimant se décroche et ils perdent leur pièce. C'est vraiment comme à la pêche. Certaines zones sont plus riches que d'autres, autour des ponts par exemple, car lors de leur construction, les ouvriers jettent ou laissent tomber des morceaux de fer. Mais comme son prix augmente, les gens en jettent de moins en moins. En fait, c'est marrant parce que c'est toute une famille. Ils sont 4 enfants, comme nous. Ça, c'est le deuxième, puis c'est le dernier. Et là-bas, c'est l'aîné. Il y a une fille entre les deux. Ces bateaux amarrés au quai sont des véritables villages flottants. Pour les pêcheurs, ils présentent l'avantage de tout jeter dans le fleuve, fer y compris. On a mis 3 jours pour tirer du fond notre plus belle prise. C'était un cylindre gros comme ça, d'environ 1 mètre de diamètre. Une personne pouvait se mettre dedans. On a utilisé la force de nos 3 bateaux pour pouvoir le tracter. Il pesait 5 tonnes. On était heureux. C'est comme si nous avions trouvé un portefeuille par terre. Quand on a commencé ce métier en 1992, le fer usagé était systématiquement jeté dans le fleuve. En une matinée de pêche avec 3 bateaux, on pouvait récupérer au moins 1 tonne de fer. En 15 ans, le prix du fer a plus que doublé. Il se fait donc plus rare. Aujourd'hui, un bon fer peut se vendre 2 yuan le kilo. Et en France, il y a des rivières comme celle-là? En France, ça existe, mais pas aussi grosse.
Une rivière aussi grosse, ça n'existe pas. Le Yangtze-Kiang, il fait 6500 km de long. Ouais, il travaille sur le plus grand fleuve d'Asie. On peut être fier. C'est le 3e plus grand fleuve du monde. Le soir, nous sommes conviés au repas avec le reste de la famille. Mais heureusement, nous ne mangerons pas la pêche du jour. Allez, venez, on mange. Ça a l'air bon tout ça, non? Ils mangent pas pimenté. Tiens, tu peux goûter ça. C'est bon, et c'est pas pimenté. Nous partons de Wuhan au petit matin, pour éviter de croiser des policiers trop zélés. Tu fais coucou Loïc de Lama. Il faut que je conduise. Dans les villages, l'eau n'est pas encore distribuée par la commune. Il y a alors dans la rue des puits accessibles à tous, mais beaucoup de maisons ont aussi le leur. Il est midi et il fait déjà 40 degrés. Nous décidons de nous arrêter dans le village de Meijie pour déjeuner. La famille qui tient le restaurant est très accueillante. Après le repas, leur fille, Yang Mengjiao, propose de nous faire visiter sa maison. C'est les toilettes et la salle de bain en fait. Oui, c'est la salle d'eau. Ici, on prend la douche, là, c'est les toilettes. Il y a aussi un lavabo pour se laver les mains. Je vais prendre une petite douche là. L'eau qu'on utilise vient d'ici. Il suffit d'actionner cette pompe pour faire monter l'eau. Elle est fraîche, hein? Ah oui, oui, elle est très fraîche. C'est de l'eau souterraine. On se sert de la pompe manuelle pour laver la vaisselle ou les légumes. Mon père a aussi installé une pompe électrique qui monte l'eau jusqu'au toit. Une fois là-haut, elle passe dans un chauffe-eau solaire. Grâce à ça, on a de l'eau chaude dans toute la maison. C'est plus agréable quand tu prends ta douche. Voilà les fameux panneaux solaires. Ils chauffent l'eau pour la douche. Le réservoir que tu vois là, il sert à stocker l'eau. C'est bon, il y a pas mal d'eau. Les chauffe-eau solaires sont très courants en Chine, car leur consommation d'énergie est nulle. Et alors l'eau qui sort d'ici, elle est directement potable? Non, non, elle n'est pas potable, même si c'est de l'eau souterraine. Il faudrait la traiter pour pouvoir la boire. En guise de traitement, on la fait bouillir. Et après, on peut la boire. Tiens, touche, c'est encore chaud. Une fois bouillie, on la stocke dans ces thermos que tu vois là. Dès qu'on a soif, on se sert un thé. Ce sont des anguilles, vous connaissez? Ça mord pas ça? Non, non. Coucou. Yeah. Yeah. La rencontre avec cette famille nous a donné l'occasion de voir que l'eau courante n'est pas toujours potable. Et c'est le cas pour les 75% de Chinois qui vivent à la campagne. Nous parcourons en 2 jours les 300 km qui nous séparent de la province de Shanghai. Nous allons directement dans l'estuaire du Yangtze, à Chongming, une île d'1 million d'habitants qui vit principalement de l'agriculture et de la pêche.
Nous sommes avec deux étudiants de l'université d'écologie, Wang Haifeng et Li Chang, qui vont nous présenter leur projet ainsi que la réserve naturelle de l'île. On est à 45 minutes de Shanghai, sur une île qui s'appelle Chongming, où le gouvernement est en train de mener plusieurs projets de villages pilotes, et qui sont des villages écologiques. Et nous, on va regarder ce qu'ils font au niveau de l'eau. Ces villages pilotes ont été construits dans le but d'être complètement indépendants en eau et en énergie. Li Chang nous propose de voir la méthode utilisée pour le traitement écologique de l'eau par les bactéries et par la rhizosphère, c'est-à-dire par les racines. Un tel traitement est valable pour un village disposant de suffisamment de surface. Mais est-il possible pour l'eau d'une grande ville ou pour celle des zones industrielles? L'eau est propre, tu vois. Et elle ne sent rien non plus. Sur l'île, la prochaine étape du gouvernement est de créer une ville écologique de 500 000 habitants, près de la réserve naturelle de Dongtan. Wang Haifeng nous y emmène pour parler du développement chinois. Est-ce que vous avez cette impression de vivre à une époque charnière où soit le rêve chinois va continuer, soit il va basculer dans l'horreur? Et si le rêve chinois d'ailleurs bascule dans l'horreur, ça veut dire que le monde entier aussi bascule dans l'horreur. Les Chinois font face aujourd'hui à une situation qui ne rend pas très optimiste. Mais je pense que l'histoire se répète. C'est inévitable que notre pays passe d'abord par le stade de la pollution, puis ensuite par celui du traitement des déchets. Tu as des caps à franchir. Par exemple, dans une mégalopole comme Shanghai, quand tu passes le seuil des 6 000 $ par an et par habitant, tu peux commencer à investir dans la protection de l'environnement. Nous sommes à flanc de montagne, sans savoir s'il faut monter ou descendre. Je pense que nous devons réussir à surmonter nos peurs pour avancer. Il y a une phrase à la mode qui illustre bien ce paradoxe. La croissance amène le bonheur et détériorer l'environnement nous peine. Mais on n'a rien sans rien. Oui, rien sans rien. Après avoir traversé toute la Chine, nous nous rendons compte que notre planète ne supportera pas qu'1,6 milliard de Chinois consomment autant que les Occidentaux. Heureusement, les Chinois semblent disposés à ouvrir une nouvelle voie pour les générations futures. Nous arrivons enfin dans la ville de Shanghai, où nous avons rendez-vous avec Wang Haifeng. Nous avons décidé de lui donner notre tricycle, car il travaille bénévolement dans une ONG qui aide les paysans de l'île de Chongming. Alors c'est toi qui es responsable des clés du tricycle. Ouais, ok. J'espère que tu ne conduiras pas la moto dans Shanghai. Oh non, non, je ne peux pas. En revanche, je m'en occuperai très sérieusement. Oui, ça j'en suis sûr. Wang Haifeng doit hélas nous quitter. Nous allons donc avec ses amis nous livrer à une activité dont les Chinois raffolent. Pour moi, c'est la première fois dans un karaoké. On va prendre Let It Be, c'est toujours très simple à chanter ça. Let It Be. Let it be. In my heart of darkness, she's standing after me, speaking words of wisdom. Let it be. À Shanghai, nous avons plein de choses à aller voir. Le plus grand centre pétrochimique d'Asie, l'embouchure du Yangtze, aboutissement de notre long voyage, et le centre-ville où le building le plus haut culmine à 492 mètres. Les principales industries pétrochimiques ont été regroupées dans cette zone, où elles ont un accès facile à la mer,
et où leurs effluents sont collectés, analysés et traités de manière spécifique pour interdire tout risque de pollution. Nous avons rendez-vous avec 2 ingénieurs de Sino-French Water, la société de traitement de l'eau. Tiens, je t'ai pris un casque pour toi, je crois qu'on est obligé de mettre ça. Ah, merci. Hop, en route pour la visite de la station de traitement de Sino-French, donc qui se trouve au sein du parc SKIP, donc qui est le Shanghai Chemical Industrial Park. C'est pas pour mieux lire en fait, c'est pour me protéger parce qu'on va aller au lab. Ah ouais, moi aussi j'en mets alors. Vas-y, essaye. Ah, t'es vraiment. C'est sur ton nez que tu dois les mettre. Voici les différentes eaux usées que nous traitons et qui sont rejetées par les industries. Vous voulez pas goûter pour moi? Non, je peux pas. Il y a beaucoup d'éléments polluants là-dedans. La plupart de ces effluents d'usines sont extrêmement toxiques. Est-ce que tous ces produits chimiques, on peut les retrouver sur les hauts plateaux à la source du Yangtze par exemple? Dans les montagnes du Tangoulashan, il n'y a pas d'usine chimique. Donc on ne peut pas trouver tous ces polluants. Wang Xiaoxi est la directrice du laboratoire. C'est elle qui certifie le bon déroulement du traitement de l'eau. L'eau est très polluée parce qu'elle rend infiniment plus de services ici que dans les montagnes du Tangoulashan. C'est donc vital de la gérer avec parcimonie et sérieux. Notre mission est d'adopter des méthodes qui reposent sur des technologies avancées pour traiter ces eaux usées afin de pouvoir les réutiliser et rendre ainsi notre développement durable. Ning Jing est spécialisée dans le traitement bactériologique des effluents et elle va nous montrer ça de plus près. Je ne comprends pas pourquoi l'eau qui vient de cette zone industrielle est tellement marron. Ceci est un bassin de traitement biologique. Le principe est d'utiliser des bactéries pour digérer les polluants de l'eau. On appelle ça des boues activées. Et habituellement, la couleur est marron clair. Je te cherchais. Moi je suis là, à l'embouchure du fleuve. Et dire qu'on a mis 5 mois pour arriver jusqu'ici. C'est impressionnant de se rendre compte que là ça grouille de bateaux, il y en a plein, il y en a des dizaines, des centaines. Shanghai c'est le 3e plus grand port du monde et ils viennent d'en construire un à l'extérieur de Shanghai pour faire de Shanghai le premier port du monde. C'est-à-dire qu'ils ont construit un port en eau profonde. C'est sur l'île de Yangshan, au large de Shanghai, que la Chine a commencé la construction du plus grand port du monde. Il sera terminé en 2020. Aujourd'hui, le port peut assurer un trafic de plus de 4 millions de conteneurs par an. À terme, ce chiffre passera à 20 millions. Pour acheminer les conteneurs par camion, les Chinois ont construit en 3 ans le pont de Donghai, le plus long du monde avec 32 km 500. Face à ce plus grand port du monde, enfin ce futur plus grand port du monde, qui est à l'embouchure du fleuve, on réalise mieux et on comprend mieux cette idée de Yangtze-Kiang, autoroute de croissance. Donc ici on a l'embouchure, on est à Shanghai, et l'autoroute de croissance qui va ramener, grâce à ce fleuve, la croissance vers l'ouest et vers les plateaux tibétains. Loïc, qu'est-ce que tu as découvert pendant ces 5 mois d'expédition?
Alors descendre ce fleuve depuis la source jusqu'à Shanghai, c'est un peu comme remonter 200 ans en arrière et revivre pendant 5 mois ce qu'en France on a vécu en 200 ans au niveau de l'accès à l'eau en tout cas, c'est-à-dire redécouvrir ce que faisaient les gens, nos arrière-grands-parents quand ils allaient chercher de l'eau au puits tous les jours. Et pour certains le puits était plus loin que pour d'autres. Et puis redécouvrir le premier accès à l'eau, le premier robinet dans le village et la facilité. Et puis ensuite le premier robinet dans la maison. Et donc vraiment là le luxe. Bref, c'est une facilité incroyable. Et alors quand l'eau en plus arrive à ce robinet qu'elle est potable, là c'est inconcevable pour une grande partie de la planète. Alors que pour nous en France ça nous paraît tellement naturel. D'ailleurs on ne sait même plus d'où elle vient cette eau. Elle coule du robinet, elle est pure, parfois elle est chaude même. On peut la boire directement en mettant sa bouche en dessous, mais on ne sait plus d'où elle vient. Alors pour toi Geoffroy, qu'est-ce que ça t'a fait de descendre ce fleuve? Quand je suis ici à Shanghai, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer là où on était il y a un petit peu plus de 5 mois à la source et de me dire que de ce fleuve gigantesque qu'on a ici à l'embouchure du Yangtze, c'était un petit goutte à goutte de rien du tout. Et je me suis aussi... on avait fait ce scénario, on avait mis beaucoup de choses sur voilà ce qu'on veut montrer, l'accès à l'eau, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça permet. Et c'est vrai qu'il m'a fallu le voir, il m'a fallu rencontrer des gens pour vraiment réaliser effectivement le rôle et la place de l'eau dans notre société. Voilà, après on s'est bien marré, non ? Je crois que j'ai oublié de dire un truc, Loïc, non? Quoi? Je pense qu'on a oublié de dire qu'on se sera quand même bien marré pendant 5 mois. Entre frères, ouais. Moi j'ai encore mal à la tête là, comme sur les hauts plateaux. Non, c'est pas vrai. Bye bye.